Bonjour à tous, bienvenue dans cette semaine de webinaire organisée par l'Observatoire. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Clara Talieu, chargée de mission à la région Grand Est, et bienvenue pour ce temps fort de notre série de webinaires. Pour celles et ceux qui nous rejoindraient pour la première fois cette semaine, sachez que ce webinaire s'inscrit dans une série d'événements organisés par l'Observatoire Grand Est de la biodiversité, qui est un programme piloté par la région Grand Est et co-animé avec l'OFB, l'Adréal et les agences de l'eau. Ce matin, nous parlerons d'un sujet fondamental, les zones humides, qui jouent un rôle essentiel dans la régulation des écosystèmes, la qualité de l'eau et accueillent aussi de nombreuses espèces sur ce milieu. Mais pour construire une stratégie de préservation efficace, encore faut-il mieux les connaître et les localiser. C'est ce que va nous présenter Delphine Spitz de la Adréal Grand Est à travers un travail de cartographie des zones humides à l'échelle régionale. Donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de l'intervention via l'onglet questions prévues en bas à droite, juste à côté de l'onglet chat. Je récolterai vos questions et je les ferai remonter à Delphine à l'issue de son intervention. Voilà. Et du coup, Delphine, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, Delphine Spitz, je suis de l'Adréal Grand Est. Je suis chargée de mission zone humide à l'Adréal Grand Est et mes missions, c'est être un animateur réseau. Je fais le lien entre les services du ministère de l'écologie, la direction eau et biodiversité et les services départementaux au niveau des DDT. On va dire que je suis l'expert un peu local zone humide, je vais pas me jeter des fleurs. Et surtout, en fait, les DREAL ont été missionnés pour être référents régionaux pour tout ce qui est cartographie des zones humides. Alors, je vais passer la première diapo. Hop, voilà, comme ça vous voyez mon nom. Pourquoi nous avons mené ce travail de cartographie à l'Adréal Grand Est? Je crois que c'est mon compteur. On a lancé ça en octobre 2023, donc ça fait un petit moment. Et on avait besoin en fait de remettre à jour tout ce qui était données cartographiques sur les zones humides. On avait aussi besoin d'avoir une cartographie qui soit plus accessible, plus simple d'accès, un peu binaire, on va dire, il y a ou il n'y a pas des zones humides, pour que ce soit accessible à tous. Et bien sûr, l'idée de regrouper sur un même site, une même carte, l'ensemble des données des zones humides qui pouvaient, dans certains cas, être un peu éparpillées ou sur des sites différents. Voilà. Message important par rapport à cette cartographie, ça reste une cartographie d'alerte, d'information, elle n'a pas de vocation à être une cartographie réglementaire. Voilà pour l'intro, on poursuit. Hop. Alors, pourquoi une petite intro sur les zones humides? Je pense que la plupart des gens qui sont connectés aujourd'hui connaissent l'intérêt de préserver les zones humides et leur état de dégradation importante actuellement. Les zones humides, en quelques chiffres, la perte et la fragmentation des habitats sont les principaux facteurs de l'effondrement de la biodiversité. Et les zones humides sont quand même les écosystèmes les plus menacés au monde. Alors, on parle d'une perte de zones humides de 50% en France sur les années entre 1960 et 1990. Actuellement, la perte, on constate un ralentissement de la perte des zones humides, mais c'est pas pour cela que on a une amélioration de la qualité des zones humides. Au contraire, les zones humides continuent à être, alors elles sont pas entièrement détruites, mais on a une perte de fonctionnalité des zones humides qui se poursuit. Autres chiffres plus mondiaux, on considère qu'on a perdu 80% des zones humides depuis le XVIIIe siècle.
et 35% sur la période 1970-2015, avec au niveau mondial, là par contre, on constate une accélération de la perte des zones humides depuis les années 2020. Et en principaux facteurs de perte de ces zones humides, on constate tout ce qui est lié à l'urbanisation des zones humides. Autre facteur de perte des zones humides, également l'agriculture, les pratiques, tout ce qui est aussi espèces exotiques envahissantes. Pourquoi les zones humides sont des milieux de fort intérêt? 40% des espèces animales et végétales vivent ou se reproduisent sur la totalité ou une partie des cycles des zones humides, et on considère, vous en êtes bien conscient, 100% des amphibiens dépendent des zones humides, 30% des oiseaux et des plantes aussi dépendent des zones humides et sont menacés par la perte de ces zones humides. À noter, donc je vous disais que les zones humides sont les écosystèmes les plus menacés au monde, mais c'est aussi les écosystèmes les plus productifs sur le plan biologique au niveau mondial. D'où l'intérêt de préserver ces milieux vraiment spécifiques. Quels sont les services écosystémiques rendus par les zones humides? Alors, les zones humides ont des fonctions qui leur sont propres, et les services écosystémiques, c'est quels sont les services que peuvent en tirer, ou les bienfaits que peuvent en tirer l'humain. Alors, le principal rôle qui est mis en avant par les zones humides, bien sûr, c'est leur rôle d'éponge. Les zones humides sont capables de stocker l'eau et de la relarguer. Donc, stocker l'eau pour éviter tout ce qui est crue, inondation, et relarguer l'eau, donc soit pour alimenter les nappes phréatiques, soit pour réapprovisionner en eau les cours d'eau et donc retarder l'effet des sécheresses. Voilà, il capte, je regarde mes notes en même temps, c'est pour ça, pour être sûr de pas oublier quelque chose. Donc, il capte également des grandes quantités de carbone, encore plus que les forêts. À titre d'exemple, les tourbières qui représentent 3%, qui sont présentes sur 3% de la surface de la Terre, captent 3 fois plus de carbone que l'ensemble des milieux forestiers au niveau mondial. Par contre, on constate que avec le réchauffement climatique, donc la hausse des températures, la modification des régimes des précipitations, on se rend compte que ces zones humides vont maintenant relarguer le carbone qu'ils stockent. D'où l'intérêt de limiter et de préserver la fonctionnalité des zones humides. Ils préservent la ressource en eau. Les zones humides sont capables en fait de stocker les nitrates, dégrader les nitrates, de ralentir aussi le transfert des phosphores vers les cours d'eau. Donc des milieux essentiels en bordure de parcelles agricoles pour éviter les pollutions ou réduire les pollutions sur les cours d'eau. Des réservoirs de biodiversité, ça on l'a déjà dit, et le support de nombreux usages, notamment ce sont les zones humides qui permettent de fournir un certain nombre de poissons d'eau douce. On pense bien sûr à toutes les zones humides telles que les mangroves. On est un peu moins concerné en France métropolitaine, mais outre-mer, c'est des zones humides qui sont très intéressantes à préserver. Support d'agriculture, et on le voit maintenant avec les épisodes de sécheresse, les prairies qui sont en zone humide permettent de garantir une certaine productivité de foin. Et bien sûr, les zones humides de loisirs, on pense notamment aux sites comme la Camargue, comme le Marais Poitevin, qui sont des sites emblématiques de zones humides. Avant de commencer, quelques définitions pour qu'on soit au clair sur quoi on va parler. Donc, on parle de milieu humide. Milieu humide, c'est un terme beaucoup plus général, et on se base là, dans ce cas, dans la définition Ramsar, qui est assez large et qui comprend notamment tout ce qui est plan d'eau, étendue d'eau marine, et tout ce qui est jusqu'à une profondeur de 6 mètres. Donc, on a sur une définition assez générale. On a les marais, on a
tout ce qu'on considère comme milieu aquatique qui rentre dans cette définition plus globale de milieu humide. Nous, ce qui nous intéresse en termes de cartographie et en termes réglementaires, oui, je travaille à l'ADREAL, c'est la définition loi sur l'eau et la définition et l'arrêté du 24 juin 2008 modifié qui permet en fait de définir clairement ce qu'on entend comme zone humide et de derrière mettre en place une cartographie des zones humides. Je change la diapo. Alors, les zones humides, selon la loi sur l'eau, donc c'est tous les terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre, de façon temporaire ou permanente, dont la végétation, quand elle existe, est dominée par des plantes hygrophiles au moins une partie de l'année. Donc ça, c'est une définition assez générale et cette définition a été précisée par l'arrêté de 2008 qui définit les critères pour identifier ou délimiter des zones humides. Donc, 2 critères, on va dire 2 ou 3, tout dépend comment on le tourne. Tout ce qui est critères sol, donc on a des tableaux qui nous définissent quand on fait des carottages, quel type de sol est considéré comme sol humide. Et un critère végétation, et dans le critère végétation, soit on analyse le cortège floristique, quelles sont les différentes espèces, et dans cet arrêté de 2008, on a une liste d'espèces indicatrices de zones humides, ou une communauté d'espèces, donc ce qui est les habitats, et pareil, en annexe de cet arrêté de 2008, on a une liste d'habitats qui sont des habitats représentatifs de zones humides. Alors, je vous ai mis quelques photos, voilà. Donc le critère sol, on fait des sondages pédologiques jusqu'à 1,20 m et on analyse sur ce sondage quels sont si on observe des traits d'oxydoréduction ou des traits réductiques. Là, je vous ai mis la petite photo du bas, on voit bien qu'il y a une alternance de gris et de rouille qui est représentatif d'une présence d'un mouvement d'eau dans le sol. Des espèces végétales ou des habitats qui sont spécifiques aux zones humides. Alors, où en est-on sur la connaissance des zones humides? Alors, quand on fait des inventaires, on a différents niveaux d'inventaire. Le premier niveau d'inventaire, c'est les zones humides probables. Les zones humides probables sont obtenues par modélisation et ça permet de cartographier la présence de zones humides. Après, on a des zones humides effectives. Des zones humides effectives, c'est sur le terrain, un bureau d'études va aller analyser, donc faire regarder soit la pédologie, soit la végétation, soit les habitats pour déterminer la présence de zones humides. Et après, on a les zones humides délimitées au niveau réglementaire. Donc, le principe, on respecte l'arrêté de 2008, mais on fait des sondages très précis. Alors, quand on fait un inventaire, l'objectif, c'est de savoir, avant de commencer, quel est le but, dans quel but est réalisé cet inventaire. On a un certain nombre d'inventaires qui sont soit réalisés pour un inventaire de connaissances, soit pour mettre en place un plan d'action, qui sont réalisés soit en vue de réaliser des documents d'urbanisme. Quelle est la méthodologie qu'on applique? Quels sont les critères qu'on retient et à quelle échelle on identifie les zones humides. À noter aussi, on en parlera plus tard, mais dans la cartographie qu'on a, il y a également des zones humides spéciales qui sont des zones humides les plus remarquables sur le territoire et qui sont définies soit par le SDAGE rameuse, soit par les différents sages. Alors, au niveau de la cartographie de prélocalisation, donc la plus utilisée maintenant, c'est la cartographie qui a été réalisée par le Muséum d'histoire naturelle en 2023. Donc, une cartographie obtenue par modélisation dans un objectif de connaissance. C'est une réelle avancée en termes de connaissance sur la prélocalisation parce qu'on a une méthodologie qui est homogène au niveau national. Et on a une précision, donc chaque pixel que vous voyez a une précision de 5 mètres. Et chaque pixel, on a une probabilité de présence qui est associée. Donc il y a différents paramètres qui ont été rentrés. Et une fois que le modèle a été réalisé,
en parallèle, il y a un certain nombre de relevés de terrain qui ont été faits pour garantir la validité de ce modèle. Alors, le travail, il est encore actuellement en cours pour améliorer cette cartographie, notamment sur les zones de source et de sointement, mais actuellement, c'est la carto qui a la meilleure fiabilité. Lorsqu'ils ont réalisé cette cartographie, ils ont également comparé cette cartographie avec toutes les cartographies qui existaient et le scoring de cette carto est vraiment d'un niveau supérieur. À noter qu'il y a aussi des cartographies de prélocalisation qui existent à l'échelle régionale ou plus locale qui peuvent être utilisées ou complétées. Notamment, je pense à la cartographie SIGAL qui est en place en Alsace, qui est une cartographie qui, dans sa modélisation, a intégré un paramètre sol. Donc, c'est une cartographie qui est aussi de très bonne qualité. Alors, deuxième niveau, donc là on est au niveau terrain, un inventaire de zones humides effectives. Donc on a une circulaire de 2010 qui nous dit que ces cartographies sont établies à des fins de connaissance, de localisation, de planification, et ces données de zones humides effectives relèvent d'un porté à connaissance. Alors, la méthodologie de l'arrêté de 2008 est fortement conseillée, mais pas obligatoire. Mais en pratique, c'est vrai qu'on a de plus en plus d'inventaires de zones humides qui sont faits selon l'arrêté de 2008, notamment du fait de présence de cahiers des charges qui sont imposés par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse et l'Agence de l'eau Seine-Normandie, qui demandent automatiquement que ces cartographies soient faites selon l'arrêté de 2008, dans l'objectif en fait que ces données puissent être bancarisées selon le référentiel Cendre, dans le référentiel Cendre qui est en fait un langage commun pour toutes les données. Et si on a tous le même langage, ces données peuvent être bancarisées au niveau national. Et pour faciliter cette bancarisation, on a le logiciel Gwern. Donc l'opérateur sur le terrain utilise ce logiciel Gwern pour mettre en place pour saisir toutes les données. À noter que ces inventaires de zones humides effectives sont qu'une partie de l'étude globale, parce que l'inventaire, c'est la connaissance, mais derrière, l'objectif quand on fait un inventaire, c'est pouvoir hiérarchiser les zones humides, parce qu'on va pouvoir sur le terrain définir si ces zones humides sont dégradées ou non, quels sont leurs intérêts, comment elles fonctionnent, et avec ces données-là, l'étape suivante, c'est établir un programme d'action. Et dernier niveau d'inventaire, donc là, c'est les niveaux d'inventaire qu'on demande dans un dossier loi sur l'eau avec des sondages et des observations de terrain qui sont très précis. Alors, au niveau de la cartographie régionale, voilà. Donc, qu'est-ce qu'est le travail qu'on a fait au niveau de la cartographie régionale? On a collecté toutes les données de zones humides auprès des syndicats, des EPCI. On a aussi collecté tous les relevés d'habitat qui ont été faits dans des secteurs protégés, des sites qui sont gérés par les SEN. Et on a collecté aussi les relevés de végétation qui ont été faits par les conservatoires botaniques. Sachant que ces données habitat et végétation, c'était des données qu'on n'avait encore pas trop collectées, donc ça a permis vraiment d'étoffer la carto. À partir une fois ces données collectées, on a caractérisé chaque inventaire, on a trié les données, et dans le tri des données, le tri qu'on a surtout fait, c'est au niveau des zones humides, des inventaires de zones humides effectives. On a étudié si, lors du terrain, les bureaux d'études ou les opérateurs ont saisi les données sous Gwern, le fameux logiciel que je vous donnais, et donc bien selon l'arrêté de 2008, ou n'ont utilisé que la définition assez globale de loi sur l'eau. On a agrégé les données pour qu'ils soient du même type et qu'on ait voilà, 4 grandes couches qui sont assez binaires.
Et après, on a mis en ligne toutes ces données sur une plateforme adaptée. Alors, je vous ai mis le lien sur la diapo, c'est macartign.fr. Je ne vous cache pas que le travail a été fastidieux. Je remercie mes collègues du service SJV pour ça, parce qu'il fallait trouver une plateforme qui accepte des données volumineuses, ce qui n'était pas si simple que ça. Donc, je vous ai mis quelques extraits de cartes avec la carte de zone humide probable, la carte des zones humides arrêtée de 2008 et voilà. Juste pour info, diapo suivante. Je vous ai mis un petit extrait de la table d'attributs. Donc, toutes les couches sont téléchargeables et nous on travaille sur QGIS, mais si vous verrez dans les tables de données, on a mis quand même un certain nombre de caractérisations des différents inventaires. Ça vous permet de connaître à peu près comment a été fait l'inventaire, qui est l'auteur, de quand date cet inventaire. C'est vrai que ça permet aussi de caractériser le type d'inventaire et quel critère a été utilisé. Est-ce que c'est uniquement le critère habitat, uniquement le critère végétation ou la compilation d'habitat végétation? Quels usages pour cette cartographie des zones humides? Différents usages. Le premier usage, c'est identifier le besoin de connaissances complémentaires. Donc, on voit bien en superposant la cartographie de prélocalisation avec les cartographies des périmètres des études, qu'on a un certain nombre de secteurs qui ne sont pas encore couverts par par des inventaires. Actuellement, en Grand Est, le taux de couverture par des inventaires de zones humides est de 51%. On a un taux de couverture un peu meilleur quand on regarde uniquement le bassin Rameuse, parce que ça fait longtemps qu'ils financent des inventaires de zones humides. On est à 58%. Quoi qu'il en soit, on est en dessous des moyennes nationales qui sont de l'ordre de 70% de taux de couverture des zones humides. On a encore des inventaires à faire dans les années qui viennent. On a aussi un besoin, dans certains cas, de compléter des inventaires, notamment des inventaires qui ont été faits uniquement sur le critère végétation, qui sont juste sur le critère utilisé, mais qui pourraient être complétés sur le critère pédologique. Autre objectif de cette cartographie des zones humides, c'est identifier les secteurs où il y a des besoins de restauration, où il y a des besoins de protection. En effet, on a différents règlements ou stratégies nationales qui ont pour objectif d'augmenter la restauration des milieux naturels et d'augmenter la préservation et notamment le taux de préservation forte des milieux naturels. Donc, avec les inventaires de zones humides, on va pouvoir identifier quels sont les secteurs qui sont à restaurer préférentiellement, quels sont les secteurs qui sont à protéger préférentiellement. Ce qui est intéressant aussi de regarder avec ces inventaires de zones humides, parce que la restauration, la protection, on le voit par rapport aux données qui sont saisies sur le terrain, mais il est aussi possible en fait de comparer les données, les différentes données en fait. Si on regarde les données de prélocalisation et qu'on les compare avec des données d'inventaire de terrain, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup moins d'inventaire de zones humides sur certains secteurs. Il y a quand même beaucoup moins de zones humides identifiées sur le terrain par rapport à ce qui avait été modélisé. Alors, deux solutions, soit la modélisation n'est pas tout à fait parfaite, soit tous ces secteurs-là étaient en zone humide, sont des zones humides anciennes dégradées. Donc, en comparant ces deux cartographies, cela permet aussi d'identifier quels sont les secteurs où on a eu un niveau de dégradation des zones humides qui est très important et donc où préférentiellement on peut mettre en place des actions de restauration. Préserver les zones humides dans les documents de planification. Les inventaires de zones humides sont des études indispensables à l'état initial environnemental, excusez-moi, l'état initial environnemental des documents d'urbanisme, notamment des PLU. Donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder la prélocalisation des zones humides sur la commune ou sur le PCI,
à partir de cette prélocalisation, identifier s'il y a potentiellement des impacts du PLU sur ces zones humides, et donc affiner la connaissance avec des inventaires de zones humides effectives pour pouvoir choisir au mieux les secteurs qui vont être ouverts à l'urbanisation. Et donc choisir des secteurs ouverts à l'urbanisation qui n'impactent pas les zones humides. Ceci est d'autant plus intéressant parce qu'avec la loi ZAN, les collectivités ont de moins en moins de possibilités d'ouvrir des secteurs à l'urbanisation, et donc d'où l'intérêt de choisir au mieux ces secteurs ouverts à l'urbanisation. Parce que, on va prendre un exemple, un secteur ouvert à l'urbanisation en zone humide va nécessiter de la compensation. La compensation n'est pas toujours faisable ou trouvable, et la compensation risque d'apporter des coûts nettement supérieurs aux porteurs de projets. Donc, choisir un secteur ouvert à l'urbanisation où il n'y a pas de zone humide est largement souhaité. Autre utilisation aussi de cette carte, si la collectivité n'a pas de choix, on a des collectivités qui sont sur des milieux des zones humides, sont entourées de zones humides, ils n'ont pas le choix d'ouvrir à l'urbanisation hors des zones humides, mais avec cet inventaire de zones humides, ils vont pouvoir déjà dès le départ identifier et protéger des futurs sites de compensation, et donc faciliter par la suite la mise en œuvre du projet sur ce site de zone humide. Et donc, l'utilisation de cette cartographie des zones humides au stade planification est vraiment très intéressante, parce que c'est vraiment à cette étape qu'on va pouvoir mettre en place l'évitement de la fameuse séquence éviter, réduire, compenser. Il s'agit aussi, avec cette cartographie, d'accompagner les maîtres d'ouvrage dans la localisation de leur projet, et aussi les services de l'État dès lors qu'il y a des dossiers loi sur l'eau, pour identifier s'il y a un risque d'impact sur les zones humides. Et dernier point, donc, c'est cette cartographie va permettre aussi d'anticiper la compensation. Je vous ai dit anticiper la compensation au niveau des documents d'urbanisme, mais aussi aider les porteurs de projets à identifier un site de compensation adéquat par leur projet. Et avec la nouvelle loi d'accélération de l'industrie verte, voilà, qui a cette possibilité de mettre des sites naturels de restauration et de renaturation. Donc, c'est des sites de compensation qui sont mis en place par des opérateurs, et les opérateurs vendent ensuite des unités de compensation. Donc, avec cette cartographie de zones humides, les opérateurs auront la possibilité d'identifier quels sont les secteurs à privilégier s'ils ont un souhait de mettre en place une SNCRR sur des zones humides. Voilà. Alors, en conclusion, cette cartographie répond vraiment aux besoins d'améliorer la connaissance sur les zones humides. Je ne vous l'ai pas dit, mais au départ, la cartographie qu'on a sur les zones humides est la page la plus consultée du site de l'Adréal. Donc, il y a un réel besoin une réelle utilisation de cette cartographie des zones humides. À noter pour tous les porteurs de projets, à noter que pour les EPCI qui souhaitent, et c'est les EPCI, les syndicats, les PNR, qui souhaitent faire des inventaires de zones humides, ces inventaires de zones humides peuvent être financés par les agences de l'eau. Notre travail sur la cartographie n'est pas encore totalement terminé. Nous sommes toujours en train de transférer les données sur la base de données nationale, qui est le réseau partenarial des données des zones humides, le fameux RPDZH, qui va évoluer très prochainement sur un réseau Plume. Et nous travaillons aussi encore avec les collègues géomaticiens pour mettre à disposition du grand public, de tous les utilisateurs, toutes les données sources de chaque inventaire. Parce que là, vous pouvez télécharger
les couches qui sont agglomérées, mais si vous avez un besoin d'avoir des connaissances précises sur chaque zone humide effective identifiée, les données sources actuellement, vous pouvez me solliciter pour les avoir, mais l'idée c'est vraiment de les mettre en libre service sur Data Grand Est. Voilà pour les questions. Pour la présentation, j'attends vos questions. J'étais un peu plus longue que prévu, mais le sujet est vaste. C'est parfait, Delphine. Merci beaucoup. On a encore 15 minutes pour les questions, donc il n'y a pas de souci. N'hésitez pas du coup à poser vos questions dans l'onglet prévu à cet effet. On en a déjà 3. Je vous propose de déjà passer sur 2 questions liées un peu aux données. Tout d'abord, on me demande si vous saviez sur quelles données était basée la modélisation de la cartographie de probabilité des zones humides. Ouais, alors je vais vous remettre, je vais passer un peu vite dessus. Voilà. Donc je vous remets la carte. C'est un extrait de ce qui a été fait sur la carto nationale. Il y a toute une publication autour. Donc sur des variables environnementales, c'est des variables de relief, des dénivelés de cours d'eau, des fonds de vallée, des dépressions, des variables géologiques. Des données sols, des inventaires forestiers, des inventaires de patrimoine naturel. Donc après, on va dire, chaque carte de probabilité utilise ses propres variables environnementales, mais on a d'une manière générale un package de données classique qui est utilisé, et c'est ce qui a été utilisé par le MNHN. À noter que le MNHN a quand même intégré plus de variables, ce qui a permis d'avoir plus de précision. Je vous parlais de la carto Cigale en Alsace. Eux, ils ont intégré des données sol qui n'étaient pas forcément disponibles partout sur tout le territoire national. Merci. La deuxième question demandait s'il y avait eu un croisement, ou est-ce qu'il y aura un croisement de cette cartographie qui est ou sera faite avec CARAB, la cartographie des habitats. Alors, c'est un travail qui est fait en parallèle, et il y a une carte. Alors, la cartographie de prélocalisation du MNHN est une des étapes de la cartographie qui est demandée dans le plan national des milieux humides. Et donc, il y a une cartographie habitat qui est faite en parallèle. Et de mémoire, le MNHN travaille avec CARAB. Ok, merci beaucoup. Je vais essayer de regrouper 2 questions. On demandait si vous saviez pourquoi dans le Bas-Rhin était peu couvert par des inventaires de zones humides. Et la question qui pourrait s'approcher aussi, c'est savoir comment on pouvait faire remonter des données carto-GWERD pour compléter votre base de données. Alors c'est vrai que côté Bas-Rhin, c'est un des territoires où il y a Bas-Rhin, il y a le 52 où on n'a pas trop de données zone humide. C'est vrai que c'est sur le volontariat des porteurs de projets. À noter quand même que sur le Bas-Rhin, on a plusieurs études qui vont être inventaires de zones humides qui vont être lancées dans les prochains temps. Des critères qui fait aussi qu'on a plus de zones humides, d'inventaires de zones humides d'un côté ou de l'autre, c'est la présence des sages. À titre d'exemple, quasiment tout l'ouest de la France est couvert par des inventaires de zones humides parce qu'ils sont couverts par des sages. Voilà. Donc, avec on a des sages qui se mettent en place. C'est pour ça qu'au niveau 67, par exemple, par rapport au niveau 68 par rapport au 67, on a plus d'inventaires. Et avec la généralisation au fur et à mesure des PLUI, on devrait récupérer le retard sur le 67. Ok. Et pour la partie, pour comment faire remonter les données carto pour compléter la base de données? Vous me les envoyez et je transmettrai. Du coup, voilà, comme je vous disais au départ, c'est moi qui compile les données au niveau Grand Est et je transfère au FMA, le Forum des Marais Atlantiques, qui est l'opérateur national pour cette base de données nationale. Ok.
On demande également si vous savez sur quoi se base le caractère de perte de fonctionnalité. Comment est-ce qu'on fait pour l'évaluer? On fait référence au document réalisé par l'ONEMA. Pardon. Voilà. Donc, sur tout ce qui est fonctionnalité, compensation, on utilise la méthode nationale d'évaluation des fonctions des zones humides. Qui est qui a été, on a une version 2 qui est sortie l'année dernière, qui a un travail notamment de l'OFB et du MNHN, qui permet de quantifier les fonctionnalités des zones humides, quantifier la perte lorsqu'il y aura un projet et estimer le gain de biodiversité sur les sites de compensation. Merci beaucoup pour la réponse. On a encore 2 autres questions, même 3 questions. Quid des zones ayant fait l'objet de compensation, mais non ou faiblement fonctionnelles au titre des zones humides? Peut-on mieux récompenser une ancienne compensation? Alors, les zones humides sont connues comme étant des milieux les plus difficilement compensables. Il y a même des articles qui disent que les zones humides, certaines zones humides ne sont même pas compensables. On va dire recréer une tourbière est quasiment impossible. S'il y a une compensation, normalement, il y a une obligation de suivi de compensation, et si les objectifs de gain de biodiversité ne sont pas atteints, il est possible de demander aux porteurs de projet de refaire une compensation complémentaire ou retravailler sur la compensation qui a été proposée dans le dossier loi sur l'eau. Et pour rester sur la thématique compensation, on demande sur la séquence ERC s'il y a d'autres types de mise en œuvre de compensation autres que l'achat d'unités de compensation. Alors, l'achat d'unités de compensation, c'est la nouveauté récente, mais clairement, jusqu'à maintenant, et tant qu'il n'y aura pas ces fameuses SNCRR qui soient mis en place, c'est aux porteurs de projet de mettre en place de la compensation. Très bien. Et c'est toujours assez frais, bien sûr. Je propose de retourner sur une question liée aux données qui sont derrière la cartographie. On demande si on a l'accès à des données précises pour chaque inventaire, type d'horizon par exemple, espèces végétales indicatrices, etc. Alors, si les données sont saisies sous Gouverne avec la base, le référentiel Cendre, en effet, l'opérateur sur le terrain a saisi, dans le tableau GEPA, si c'est du 4B, du 5C ou autre. Donc, on a tout à fait les données et quelles ont été les espèces indicatrices, quelles ont été, si ça a été fait sur le critère habitat, quel est l'habitat qui a permis de classer ce secteur en zone humide. Et ce sont des données directement disponibles ou il faut faire une demande spécifique? Alors, c'est ce que j'expliquais en conclusion, c'est les données qu'on souhaite mettre en place en libre diffusion sur Géodata. Pour l'instant, il faut que vous me sollicitiez pour avoir ces informations ou que vous sollicitiez le porteur de projet, le maître d'ouvrage de l'inventaire zone humide. Et vous avez une idée de la disponibilité de cette On va travailler dessus, je pense, cet été avec les porteurs de projet, avec mes collègues du SIG. D'accord. Très bien. N'hésitez pas encore à poser quelques questions. Il nous reste 5 minutes. Mais si c'est bon pour vous, je vois qu'il n'y a pas de questions pour le moment qui remontent. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez encore des questions. Je crois qu'à la fin, je ne sais pas s'il y a mes coordonnées. Je crois qu'on ne les a pas mis, mais n'hésitez pas. Donc Delphine Spitz à Adréal Grand Est. Si vous avez des questions, vous pouvez m'appeler, m'envoyer un mail. Je peux répondre à vos questions. Ça fait partie des missions et on travaille donc en collaboration avec vous DDT local. Voilà. Bon, sur ce, du coup, Delphine, je vous remercie encore pour votre intervention de ce matin. Vous pourrez consulter les ressources associées. Je vous ai mis également 2 liens vers les cartographies qu'a citées Delphine
dans le chat et vous aurez également accès au replay prochainement sur la plateforme biodiversité.grandest.fr. Et sinon, je vous donne rendez-vous également à 13h30 aujourd'hui pour une nouvelle présentation, mais cette fois sur la cigogne blanche, et ainsi que demain pour les 2 dernières présentations de la semaine. Et vous pourrez retrouver l'ensemble du programme sur la plateforme Biodiversité Grand Est. Voilà, et je vous souhaite à tous une bonne journée et merci encore pour votre présence. Au revoir. Merci, bonne journée.